sous la grande lune brillante, la vie d'Alva changea. Il n'en crut pas ses yeux quand un magnifique esprit se matérialisa devant lui, le suppliant de rassembler le pouvoir des esprits et de devenir un grand utilisateur d'esprits pour ouvrir la porte du ciel. L'esprit jura de le soutenir et d'être son épée, l'appelant son maître. 2 semaines avant cette rencontre, des esclaves paniquaient, courant pour leur sécurité. Ils suppliaient pour leur vie, ne voulant pas mourir d'une mort insensée. L'un d'eux abandonna complètement, car des esclaves comme eux ne font pas le poids face à un boss de donjon de rang A. Ils ne peuvent absolument pas gagner contre Cerbère, le monstre canin à plusieurs têtes. Cerbère attaque les esclaves et leur crache du feu, les rendant désespérés et certains de leur mort. À ce moment-là, un autre esclave apparut et attaqua l'une des têtes de Cerbère, la blessant. Les esclaves furent stupéfaits quand celui qu'on appelait le dieu de la peste se tint sans peur devant la bête, provoquant sa colère. Le Behemoth tenta de l'attaquer à nouveau, mais à la surprise générale, il leva son épée et trancha Cerbère d'un seul mouvement rapide. Pendant ce temps, dans une grande ville quelque part, les gens sont plus que choqués quand les explorateurs esclaves reviennent vivants d'un donjon de rang A, mené par Alva, qui avait déjà survécu à l'exploration d'un autre donjon auparavant. Ils peuvent à peine le croire, car il porte encore des poids attachés à lui. Ailleurs, le seigneur de la ville apprend qu'Alva a de nouveau survécu à l'exploration du donjon et que, même s'il est désavantagé, il revient vivant. Alors qu'Alva se promène en ville, les gens commencent à lui jeter des tomates et à le huer tandis qu'il traverse les rues. Un marchand buvant dans un pub en est témoin, se demandant pourquoi les gens sont ingrats envers l'homme qui a nettoyé le donjon de rang A. Un vieil homme intervient, disant qu'Alva est le fils d'un criminel et d'une prostituée, donc les gens l'abhorrent. Il ajoute que le père d'Alva était autrefois un noble de la ville, mais qu'un jour il est devenu un renégat et a attaqué ses propres terres. Son armée privée a tout ravagé, détruisant la ville en une nuit et tuant tous ceux qu'elle rencontrait. Ils essaient de l'attraper, mais il est déjà parti. Pourtant, leur haine ne s'estompe pas, car quelqu'un doit porter le blâme. À cause de cela, le jeune Alva s'attire la colère des nobles et est blâmé pour les péchés de ses parents. Le vieil homme convient que les habitants sont des gens horribles. Mais grâce à Alva, la ville prospère grâce à la fortune qu'il gagne en explorant les donjons. Pourtant, les gens veulent toujours que le jeune homme meure des mains des monstres à cause des péchés de ses parents. Il ajoute que la ville et ses habitants sont tous pourris jusqu'à la moelle. Et que cela fait 6 ans qu'Alva et une fille sont devenus esclaves. Les autres esclaves lui lancent des regards durs, le blâmant d'avoir été jeté dans des donjons dangereux. Discrètement, Alva promet qu'il ne les entraînera plus dans sa chute. Puisqu'il va mourir de toute façon, en y repensant, il a été manipulé depuis qu'il est enfant. Il se souvient avoir combattu 2 faibles gobelins quand il avait 9 ans. Il gagne, mais il est couvert de blessures, et son état réjouit les gens. Aux portes du donjon, il s'assure qu'il ne meurt pas et qu'il souffre énormément. Il le tourmente à la place de son père et le force à combattre dans des endroits où il mourrait à coup sûr. Mais il continue de survivre. Il s'accroche à la vie et finit par survivre après de nombreuses batailles. Il devient quelqu'un qu'ils ne peuvent pas tuer facilement, ce qui frustre les habitants. Dans sa cellule, Alva demande sa nourriture au garde, qui lui répond qu'il n'en aura pas. Le laissant 5 jours sans manger, Alva est affamé mais ne peut rien faire car il ne peut pas s'enfuir avec le collier magique autour du cou. Tôt ou tard, leurs machinations le tueront et il ne vivra pas longtemps. Plus tard, il est de nouveau dans un donjon, combattant une autre bête de toutes ses forces. Les autres esclaves tremblent de peur tandis qu'il dévie les attaques du monstre, protégeant les autres. Il affronte un minotaure noir, une espèce dotée d'une puissance immense, réputée pour sa force brute. Pour vaincre son adversaire, il utilise sa vitesse et donne un coup de pied au minotaure, le rendant immobile. Les esclaves sont stupéfaits, car il tient bon seul dans un donjon de rang A qui nécessite normalement 20 aventuriers d'élite pour être nettoyé. Cependant, Alva commence à mourir de faim et n'a presque plus de force. Son arme n'a pas été remplacée depuis des années, c'est une épave et la lame coupe à peine. Il ne peut donc pas baisser sa garde, il se pousse à continuer le combat et passe à l'attaque. Cependant, il s'arrête en plein combat en remarquant un rare lézard jaune sur le sol du donjon. Il se dit de se concentrer et que le lézard est sans importance. Mais il finit par essayer de protéger le simple reptile du minotaure. Alva se réprimande d'avoir agi si imprudemment et d'avoir protégé un lézard sans valeur, utilisant la situation à son avantage. Il attaque la patte du minotaure, le blessant gravement avec ses dernières forces. Il abat son épée sur la bête,
l'anéantissant complètement. Les esclaves sont tous abasourdis, incapables de croire qu'Alva vainc le Minotaure tout en protégeant un lézard sans valeur. De retour au pub, le jeune marchand trouve étrange que le père d'Alva ait pu si facilement attaquer toute la ville et échapper aux forces du Seigneur. Le vieil homme lui raconte une rumeur selon laquelle le père d'Alva aurait acquis un pouvoir spécial du jour au lendemain et serait devenu un utilisateur d'esprits légendaires. Pendant ce temps, Alba se lie d'une alliance improbable avec le lézard, ignorant que sa vie vient de changer complètement. Alba parle à son nouvel ami lézard dans l'obscurité de sa cellule, lui rappelant qu'il a risqué sa vie pour la sauver. Alba se sent idiot, se souvenant qu'il s'est intentionnellement blessé juste pour protéger la créature. Il se demande s'il ne devrait pas simplement manger le lézard, ce qui effraie la petite bête. Le lézard panique, ce qui fait sourire Alva. Il dit au lézard qu'il plaisantait et qu'il ne serait pas pratique de la manger après s'être donné tant de mal pour la sauver. Il demande au lézard de se glisser sous la couverture à côté de lui pour qu'elle n'ait pas froid. Alva essaie de dormir, mais son bras gauche cassé lui fait tellement mal qu'il ne peut l'ignorer. Il craint que son prochain combat ne soit difficile à cause de cela. Le lézard observe son bras cassé. Soudain, une lumière recouvre le bras. Grâce au commandement du lézard, Alva réalise alors que la douleur a disparu et que le lézard a dû utiliser une sorte de magie de guérison. Il se dit qu'il n'a jamais entendu parler d'un monstre s'attachant suffisamment à un humain pour le guérir. Il demande au lézard dans sa main ce qu'elle est. Le lendemain, Alva est envoyé dans un donjon pour combattre un golem. Il parvient à éviter la puissance destructrice de l'onde de choc du coup du golem. Malgré le golem devant lui, tout ce à quoi Alva peut penser, c'est comment le lézard a guéri son bras. Bien que sa tête soit remplie de questions sur le lézard, il reste concentré sur son adversaire. Il parvient tout de même à briser le corps du golem avec son épée. Les gardes entrent alors, frustrés d'avoir échoué à tuer Alva une fois de plus. Un esclave s'approche d'Alva par derrière, cachant un poignard derrière lui. Il frappe Alva, mais l'homme lui donne un coup de poing au visage avant qu'il ne puisse porter le coup fatal. Alva dit à l'esclave qu'il sait que le Seigneur a dû lui offrir la liberté en échange de sa mort. Mais qu'il a été trahi tant de fois qu'il n'a pas été surpris par lui. Alva accepte qu'il n'y a personne autour de lui qui soit de son côté. Il se dit qu'il ne doit jamais demander d'aide à personne ni leur faire confiance. Pendant ce temps, au manoir du Seigneur, un serviteur informe le Seigneur qu'Alva a survécu à leur dernière tentative de le tuer. Le Seigneur est de plus en plus frustré et exige qu'il trouve un moyen de le tuer rapidement. Plus tard dans la nuit, le lézard retourne dans la cellule d'Alva. L'homme continue de se demander pourquoi il a même sauvé la créature. Il réalise que c'est sûrement parce qu'elle n'est pas humaine et qu'elle ne le trahira pas. Il pense que le seul humain qu'il veut rencontrer est son père, pour pouvoir lui demander pourquoi il a attaqué la ville et pourquoi il doit traverser tant de misère à cause de lui. Le lézard touche son bras. Et encore une fois, il le guérit avec de la magie. Il remercie le lézard et lui caresse la tête. Il se sent réconforté de savoir qu'il ne le trahira jamais. Il nomme la créature Ko, d'après le son qu'elle émet chaque fois qu'elle crie. Il partage le pain qu'il a reçu avec son ami lézard. Le lézard fait des bruits pour montrer qu'il est heureux, ce qui fait sourire Alva. Il trouve du réconfort en sachant qu'une fois ses batailles dans les donjons terminées, il passera le reste de ses jours avec Ko. Avec le lézard près de lui, il se sent à l'aise. Il dort avec le lézard à ses côtés. Il se demande si c'est ça, le sentiment d'avoir un ami. Un jour, Alba reçoit la visite du Seigneur alors qu'il est sur le point d'entrer dans l'entrée du donjon. Le Seigneur dit à Alba qu'il lui a rendu visite avant qu'il n'entre parce qu'il est impatient de le voir entrer dans les derniers instants de sa vie. Un mage utilise alors son bâton pour électrocuter Alva à travers le collier de l'esclave. Un garde lui transperce ensuite la jambe, le blessant. Le Seigneur rit en voyant Alva souffrir de l'électricité et du poison de la lance. Le Seigneur murmure à Alva avec mépris que c'est le jour où il le tuera. Alva entre dans le donjon et parvient toujours à tuer des monstres malgré sa jambe blessée. Pendant ce temps, les gardes écoutent une boule de cristal d'où sort une voix, comme une radio, pour annoncer aux habitants qu'ils pourront assister en direct à la bataille contre le boss du donjon. Ils assurent aux gens que le roi ogre et sa horde d'ogres suffiront à tuer Alva une fois pour toutes. Alors qu'Alva affronte le roi ogre, les habitants de la ville l'insultent et espèrent sa mort. Le roi ogre commence à balancer sa massue, mais Alva la bloque avec son épée. Pendant qu'Alva repousse le roi ogre, deux ogres le chargent. Il esquive toutes leurs attaques puis les découpe en morceaux.
Il se reconcentre ensuite pour charger le roi ogre. Son collier le choque soudainement avec de l'électricité, ce qui donne au roi ogre l'occasion de l'attaquer. Pendant ce temps, d'autres ogres l'encerclent. Il en abat beaucoup et bloque leurs attaques. Cependant, il continue d'être choqué par l'électricité de son collier. Malgré cela, il est toujours assez fort pour désarmer un ogre et le tuer. D'autres ogres l'encerclent, et plus il en abat, plus Alva est choqué de voir son ami lézard. Le lézard est tenu par un garde qui pointe un poignard sur lui. Le garde lève son poignard, prêt à tuer la créature. Alva oublie l'ogre adversaire devant lui et lance son épée sur le garde. Il est frappé par la massue de l'ogre, mais il réussit aussi à faire échapper le lézard de l'emprise du garde. La voix de la radio de la boule de cristal commente à quel point il était inattendu qu'Alva jette son épée pour un simple lézard. Alva sent tous les dégâts s'accumuler sur son corps alors que d'autres ogres l'encerclent. Il accepte qu'il est sur le point de mourir alors que ses yeux se ferment. Il est satisfait d'avoir au moins sauvé Ko. Il entend soudain une voix lui demander si c'est vraiment ce qu'il veut. Il ouvre les yeux et voit que Q est sur sa poitrine. Le lézard regarde les ogres et les intimide, les empêchant de s'approcher d'Alva. Alva se demande si la voix qui lui demande s'il veut vraiment mourir vient de Ku. Il dit à Ku qu'en tant qu'esclave, survivre maintenant est inutile puisqu'ils le tueront plus tard. Il admet qu'il a abandonné. Ko lui dit qu'il abandonne la vie si facilement. Alva se sent insulté que le lézard pense qu'il abandonne la vie facilement, et lui crie qu'il n'a aucune idée de ce qu'il dit. Il continue de dire que les esclaves meurent quoi qu'il arrive, même sans aucune raison. Il se souvient de combien d'esclaves il a déjà vu mourir. Il dit qu'il ne peut rien faire, il mourra quoi qu'il arrive. Il continue de penser que personne qu'il connaît dans sa vie n'est digne de confiance, et qu'il a été trahi tant de fois que tout le monde est son ennemi. Il déplore que personne ne se souciera de lui quand il sera triste ou qu'il mourra. Ko lui dit qu'elle se soucie de lui et qu'elle est son allié, et qu'elle sera toujours à ses côtés, qu'il soit seul ou qu'il n'y ait aucun espoir. Elle lui demande de lui faire confiance. Elle lui demande quel est le souhait que son cœur désire. Alva pense que son souhait n'a pas d'importance, puisqu'il n'a pas d'échappatoire et mourra de toute façon. Il se souvient quand il était encore un enfant, seul et effrayé dans sa cellule, et souhaitant que quelqu'un l'écoute. Les larmes aux yeux, Alva demande à Ko de l'aider. Comme un enfant accroupi, il appelle à l'aide. Ko le remercie pour sa réponse. Soudain, le lézard brille d'une lumière dorée. Un collier apparaît autour du cou d'Alva. Ko lui dit que leur pacte vient d'être scellé. Le lézard se transforme en une femme humaine blonde avec des cornes sur la tête et des ailes de dragon dans le dos. Ko dit à Alva qu'elle lui offre le chemin vers les cieux. Alva regarde la femme déesse, incapable de croire que c'est Ko. Ko le laisse tendre la main, et ils joignent leurs mains, unis par leurs liens. Une explosion de lumière détruit le donjon et s'élève vers le ciel. Le collier d'esclave autour du cou d'Alva se brise en morceaux. Au-dessus de lui s'étend la vue du ciel nocturne, rempli d'étoiles. Ko lui dit qu'elle est un esprit et qu'il doit rassembler d'autres esprits pour devenir un grand utilisateur d'esprits. Elle promet de devenir son épée, corps et âme. Pour Alva, elle ressemble à la lumière éclatante de la lune. Ko soigne les blessures d'Alva avec de la magie. Alva est toujours confus par tout cela et demande si la femme humaine devant lui est vraiment Ko. Il demande aussi ce qu'est un esprit, comment un lézard comme elle peut se transformer en humain, et ce qu'elle veut dire quand elle dit qu'il ouvrira les cieux pour lui. Elle répond qu'elle expliquera plus tard, car ils doivent partir avant que les humains inconscients ne se réveillent. Q se transforme en un dragon doré géant. Et demande à Alva de monter sur elle. Alva est trop choquée de la voir se transformer en dragon pour écouter. Elle ne comprend pas pourquoi il est si choqué alors qu'il la connaissait comme un dragon depuis le début. Elle soulève l'homme avec sa gueule et le pose sur son dos. Elle utilise ensuite ses ailes pour l'éviter et s'envoler vers le ciel nocturne. Il s'accroche alors que le vent fort le dépasse. Il est heureux d'apprendre que son collier d'esclave s'est brisé et que le ciel est si vaste. Le lendemain, Alva et Ko se rendent dans une ville, à la guilde des aventuriers. Là, la réceptionniste lui apporte des papiers pour qu'il puisse s'inscrire comme aventurier enregistré. Il refuse car il n'a pas d'argent pour s'inscrire. Alors la réceptionniste lui donne une requête de rang F pour cueillir des herbes. Les passants trouvent étrange qu'Alva ressemble à un esclave en fuite et soit pourtant avec une belle femme qui a l'air d'une noble raffinée. Alva est méfiant car un homme sort au moment où il les voit.
Cet homme rapporte à son patron qu'il a trouvé une femme venue pour devenir aventurière. Elle serait parfaite à vendre comme esclave. Le chef audacieux, imposant et d'âge moyen sourit à l'idée de capturer Ko. Il encourage son armée de bandits à la capturer. Plus tard, les bandits encerclent Ko et Alva alors qu'ils sont dans la forêt. Ko dit à Alva que ce sont des bandits et qu'ils peuvent leur faire autant de mal que possible parce que ce sont des criminels. Elle lui fait voir que le chef a des bagues avec d'énormes gemmes à ses mains et un collier en or étincelant à son cou. Ses yeux brillent d'avidité à la perspective de le voler. Le chef des bandits dégaine son épée en ordonnant à son armée de capturer la fille et de tuer l'esclave. Ko se transforme en sa forme de dragon doré géant. La voir sous cette forme terrifie les bandits. Le chef la reconnaît comme un esprit et en déduit qu'Alva est un utilisateur d'esprit. Ko balance sa queue, en voyant les bandits voler. Le chef se demande ce qu'un esprit et un utilisateur d'esprit font ici, accueillir des herbes comme des débutants. Le chef exhorte ses hommes à se concentrer sur l'utilisateur d'esprit, car il n'est qu'un humain qu'ils peuvent maîtriser. Alva donne des coups de pied, chargeant sur lui, les envoyant voler. Alva pense qu'ils essaient de voler ses herbes, alors il leur demande d'arrêter. Pendant ce temps, Ko ouvre la bouche alors qu'elle prépare une attaque de souffle lumineux. Elle la libère, répandant une lumière d'une puissance destructrice impressionnante qui transforme la forêt en un désert. Ko est si heureuse après avoir mis la main sur tous les trésors des bandits. Elle demande aux bandits ligotés où se trouve leur repère afin de pouvoir prendre plus de leurs trésors. Elle demande à son maître, Alva, s'ils peuvent prendre d'assaut leur repère. L'homme refuse car il a les mains pleines d'herbe en ce moment. Ce qui fait que Ko, agacé, lui dit de simplement les jeter. Alva s'approche du chef et lui demande ce qu'est un utilisateur d'esprit. Les légendes disent que les esprits sont des incarnations de la nature, possédant un pouvoir immense. Beaucoup croient qu'ils sont à la fois la vie qui a créé le monde et la vie qui finira par le détruire. Le chef des bandits continue d'expliquer que le fait que les esprits possèdent des arts spirituels en fait la forme de vie la plus puissante, au-delà de ce que toute magie ordinaire peut gérer. Il explique également que former un contrat avec l'un d'eux signifie que l'humain aura un collier comme celui qu'Alva porte actuellement. Le chef des bandits demande alors pourquoi un utilisateur d'esprit comme Alva lui pose des questions sur les esprits en premier lieu. Alva lui dit que son esprit Q ne cesse d'éviter la question. Chaque fois qu'il pose une question, il s'approche du visage du bandit, soupçonnant qu'il en sait beaucoup trop. Alva raconte que le bandit a déballé ses connaissances sur les esprits pendant la bataille. Il demande comment le bandit en sait autant, ce qui fait transpirer le bandit à grosses gouttes. Le bandit sourit et lui dit qu'il n'a pas à répondre et qu'il regrettera de les avoir poursuivis. Plus tard dans la nuit, Alva et Q se dirigent vers une auberge. Là, Alva est choquée par la qualité de son repas et a déjà mangé d'innombrables assiettes. Alors qu'il y en a encore à venir, les autres, mangeant des repas similaires à leur table, sont confus. Ils se demandent pourquoi il est si excité pour un dîner ordinaire. Même la cuisinière pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Alva, et Q doit lui expliquer que le gars a eu une éducation particulière. Alva ne se soucie pas de ce que les autres disent et se concentre sur le pur bonheur qu'il ressent en mangeant son repas. Alors qu'il continue de manger, il partage sa conviction que ce doit être le genre de repas que les nobles mangent. Bien que Ko lui dise qu'il n'y a rien de spécial à leur sujet, Ko lui rappelle que c'est le pouvoir que l'argent peut lui donner. Alors qu'Alva continue de manger, il pleure et remercie l'argent pour cette bénédiction. La cuisinière agacée dit aux gars qu'ils n'ont plus de nourriture. Et lui demande de prendre un bain maintenant. La mention d'un bain choque Alva, car il croit que ce mot n'apparaît que dans les légendes, tout comme les esprits, à cause de son éducation d'esclave. Il se dirige vers les bains publics, où il se plonge dans l'eau chaude. La sensation est à la fois étrange et agréable. Q s'approche de lui, ne portant qu'une serviette sur son corps, et propose de lui laver le dos. Alva ne comprend pas pourquoi elle demande, mais lui permet de le faire. Ou montre qu'elle a emprunté de la paille de fer pour masser son corps, parfait pour son corps surhumainement robuste. Le frotter sur tout son dos fait mal à Alva et le fait crier. Ils se rejoignent dans le bassin chaud, où ils se détendent. Q peut voir que, tant de saleté étant sortie du gommage, Alva est maintenant d'une propreté éclatante. Il prend de l'eau dans sa main, n'arrivant toujours pas à croire qu'il est en train de se baigner. Il se demande s'il est réellement mort et au paradis. Il regarde son reflet dans l'eau et réfléchit profondément à la façon dont toute sa journée diffère de toutes celles qu'il a vécues auparavant.
Il confie qu'il ne pense pas pouvoir jamais retourner à son ancienne vie d'esclave, où il devait sourire. Et dit que c'est normal de penser ainsi car elle ne la laissera plus jamais retourner à cette vie. Elle attribue sa nouvelle vie au pouvoir du trésor et de l'argent. Alva approuve et convient que le trésor est incroyable. Q se rapproche d'Alva et lui demande s'il ressent quelque chose maintenant qu'une femme est à ses côtés. Il répond qu'il ne comprend pas la luxure. Agaçant Ko, Alva continue de s'exclamer à quel point passer une journée en sécurité est rafraîchissant. Entendre cela de sa part rend Ko triste. Elle répond qu'il a raison. Plus tard, ils se dirigent vers leur chambre où Alva s'enthousiasme en voyant un lit pour la première fois. Il ne comprend pas pourquoi il doit s'allonger dessus alors qu'il peut s'allonger n'importe où et dormir quand même. Au moment où il s'allonge sur le lit, il a l'impression d'être sur un nuage et d'être enveloppé de douceur. Il est surpris quand Q s'allonge à côté de lui et utilise son bras comme oreiller. Il la regarde avec confusion, ce qui pousse la jeune fille à demander ce qui ne va pas. Il demande pourquoi elle ne s'allonge pas sur son lit à côté du sien. Elle dit qu'elle a l'habitude de dormir à côté de lui parce que c'est comme ça qu'ils ont toujours été. Quand elle était encore un lézard, Alva lui demande d'aller dans son lit car il est mal à l'aise de dormir si près des gens. Comme il ne leur fait pas confiance, Q se lève du lit car elle sent une présence dangereuse à l'extérieur. Elle regarde par la fenêtre et voit 2 soldats qui semblent les chercher. Il voit que les soldats portent l'emblème du seigneur qui a asservi Alva. Alva pense que ce doivent être des éclaireurs et qu'une armée l'attend juste au coin de la rue. Alva ne veut pas fuir et déclare qu'il veut régler les choses une fois pour toutes. Q dit qu'elle ira avec lui. Elle demande si elle pourra tout lui expliquer sur les esprits après qu'il aura réglé les choses avec son passé. Il promet de mettre fin à sa vie d'esclave et d'aller de l'avant. Q sourit, et cela lui donne envie de lui parler du pouvoir des esprits et de la façon d'utiliser les arts spirituels. Une armée de soldats marche dans un champ ouvert, brandissant le drapeau du seigneur qui traque Alva. Alva attend qu'il s'approche, avec Ko à ses côtés. Le seigneur hurle à l'armée de ne jamais laisser Alva s'échapper, déclarant que leur fierté est en jeu. Il les galvanise en criant que c'est une bataille de 2000 contre 1. Les soldats semblent confus en se regardant les uns les autres. Voyant Alva maintenant, le seigneur est confiant qu'il ne peut pas s'échapper. Il ordonne à ses forces de se préparer à charger, leur rappelant que l'ennemi est le fils d'un criminel qui a fui leur ville. Il déclare qu'ils doivent le pourchasser jusqu'aux confins de la terre jusqu'à ce qu'il soit mort. Ko plaisante en disant qu'Alva est très populaire. Elle est perplexe qu'ils soient si désireux de le tuer alors qu'ils n'ont rien à y gagner. Alva réfléchit qu'ils auraient pu s'enfuir mais ont choisi de ne pas le faire, car ils voulaient régler les choses une fois pour toutes. Il regarde le seigneur, y voyant une opportunité de dire adieu à sa vie passée. Ko pense que l'armée ne fait pas le poids face à elle, malgré leur nombre. Elle regrette de ne pas avoir lancé une attaque plus spectaculaire plus tôt, ce qui aurait pu dissuader le seigneur d'envoyer son armée. Elle conseille à son maître de reculer pendant qu'elle s'occupe de la menace. Alva regarde les 2000 hommes et dit qu'il n'a pas peur, mais qu'il est déçu que le seigneur n'en ait pas envoyé plus. Sur l'ordre du seigneur, l'armée charge l'ancien esclave. Alva court vers eux aussi, sa main brillant de magie. Quelques jours plus tôt, Q avait commencé à expliquer le fonctionnement des arts spirituels. Elle a déclaré que les esprits sont les plus forts car ils maîtrisent les arts spirituels. Alva se rappela comment Ko avait utilisé une lumière explosive et à quel point elle était puissante. Ko a précisé que les esprits utilisent un pouvoir spécial appelé énergie spirituelle pour pratiquer les arts spirituels. Un utilisateur humain d'esprit peut également employer les arts spirituels au combat en recevant de l'énergie spirituelle de son esprit contracté. Alors qu'Alva recevait une lumière brillante de la main de Ko, elle expliqua les 3 rôles d'un utilisateur d'esprit au combat. L'utilisateur renforce l'esprit avec du mana, l'utilisateur contrôle le mana et l'énergie spirituelle, et le soutien aide au combat avec les arts spirituels. Elle a expliqué que si les esprits génèrent de l'énergie spirituelle, les humains génèrent du mana. Elle lui a ensuite dit d'oublier les 2 premières règles et de se concentrer sur la 3e lorsqu'ils affronteraient l'armée. Les arts spirituels étant suffisants pour l'instant, elle voulait qu'il utilise les arts spirituels pour écraser ses ennemis. Elle l'a informé qu'une seule explosion de lumière pouvait anéantir 1000 soldats et que la vitesse à laquelle elle pourrait créer une seconde explosion serait le facteur décisif de la bataille. Sa crainte était que si son sort était retardé, l'armée encerclerait Alva. Elle lui a demandé de s'y préparer. Actuellement, Alva et l'armée courent toujours l'un vers l'autre. Avec sa main lumineuse,
Alva assène un coup si puissant qu'il enveloppe toute l'armée dans une explosion de lumière. Tout le monde est choqué, mais Alva lui-même est encore plus stupéfait. Pendant ce temps, le Seigneur est le plus choqué de tous, pris de sueur froide en voyant que ces 2000 hommes ont tous été anéantis. Q est sans voix, elle comprend maintenant qu'elle a sous-estimé son maître et que son mana dépasse de loin ses attentes. Alva tourne maintenant son attention vers le Seigneur, qui est terrifié par le monstre qui approche et le supplie de rester à l'écart. Alva lui dit qu'il est déçu, affirmant que le Seigneur aurait dû savoir, de par leur passé commun, qu'il aurait fallu 5 fois plus d'hommes pour le tuer. Alva s'éloigne ensuite, laissant le Seigneur tremblant au sol, et lui dit que c'est la dernière fois qu'ils se verront. Soudain, Alva et Ko entendent quelqu'un applaudir. Ils se retournent vers le Seigneur et voient une femme vêtue de noir, utilisant un parapluie décoratif noir, qui les applaudit. Elle se présente comme Shira et dit qu'elle est une administratrice de l'ordre venue emmener Alva. Q devient tendu à sa seule présence et commence à trembler pour avoir utilisé des arts interdits. Q sait que celle qui la traque est Shira de l'organisation du feu de joie. Shira sourit, ravie d'être reconnue. Alva est tendue mais frustrée. Il ne comprend pas ce qui se passe ni le sens des mots qu'elles utilisent. Tout ce qu'il peut dire, c'est que Q a peur de Shira. Q demande pourquoi Shira vient la chercher maintenant, alors que la punition pour l'utilisation des arts interdits devrait être dans plus d'1 mois. Shira explique que le calendrier de Q a été accéléré car son contrat avec l'homme a restauré son pouvoir. Alva ne comprend pas leur conversation, mais il en déduit que la punition est liée à la façon dont Ko est passé d'un lézard à un humain. Ko supplie d'avoir 10 minutes pour expliquer la situation à son maître. Alva se souvient de sa promesse de tout lui expliquer sur les esprits. Shira déclare qu'elle ne peut pas accéder à la requête d'un contrevenant et que Ko doit être transporté immédiatement. Ku proteste que c'est injuste, ce qui pousse le centaure à côté de Shira à la frapper. Alva la rattrape alors qu'elle tombe. Le centaure réprimande Ku, lui disant qu'elle n'a pas le droit de choisir son destin. Un Alva furieux s'interpose devant Ku pour la protéger. Il exige de savoir qui sont les intrus, exprimant sa frustration de ne pas pouvoir suivre leur conversation, mais jurant de ne pas leur pardonner d'avoir blessé Ko. Il s'approche du centaure et le défie de commencer un combat. Le centaure avertit Alva de rester à sa place, menaçant de lui briser le cou à tout moment. Shira intervient, disant au centaure que c'est lui qui devrait connaître sa place. Avec un regard perçant, elle lui rappelle qu'elle ne lui a jamais donné la permission d'agir de sa propre initiative. Le centaure recule immédiatement devant Alva et retourne poliment aux côtés de Shira. Shira donne un choix à Ko, venir avec eux seul, ou laisser Alva l'accompagner. Q répond qu'elle ne peut pas entraîner son maître dans ses problèmes et qu'elle doit partir seule. Alors qu'elle s'éloigne, Alva lui attrape le bras. Ko le regarde en arrière avec un sourire et le remercie pour le peu de temps qu'ils ont passé ensemble. Shira claque des doigts, et elle, Ko et le centaure disparaissent, laissant Alva seule dans le champ. Alva hurle vers le ciel, exigeant de savoir où est Ko. Il passe toute la journée à chercher son esprit, demandant à tous ceux qu'il rencontre dans les montagnes et les villages s'ils savent quelque chose sur Ko, les esprits ou l'organisation du feu de joie. Personne qui l'interroge. Quelqu'un a-t-il la moindre idée de ce dont il parle? Il parcourt les rues du village tard dans la nuit et se retrouve à l'auberge où Ko et lui avaient séjourné auparavant. Il s'assied à l'une des tables, désespéré par son manque de progrès et sa confusion totale quant à la marche à suivre. Une serveuse lui apporte le même steak qu'il avait commandé, mais cette fois, il n'y trouve aucun plaisir et ne comprend pas pourquoi. Une femme à une table voisine lui demande ce qu'il cherche. Alva demande qui elle est. La femme lui dit qu'il est insolent pour quelqu'un d'aussi nouveau dans l'utilisation des esprits et lui demande s'il veut sauver son esprit contracté. Intrigué, il lui demande ce qu'elle sait. La femme révèle avoir des cornes sur la tête et se présente comme Juris, un esprit qui partage les mêmes objectifs que lui. Alva demande à Juris si elle voulait dire qu'elle aimerait aussi sauver Ko. La femme grimace au nom de Ko, lui disant qu'il est impoli de sa part de donner un nom à sa petite sœur sans sa permission. Alva est choquée et demande si elle est vraiment la sœur de Ko. Soudain, Juris ne peut plus le regarder dans les yeux alors qu'elle affirme être la grande sœur de Ku, malgré l'absence de lien de sang. Elle lui crie, le visage rouge, qu'elle est comme une grande sœur pour Ku parce qu'elles viennent de la même ville. Elle poursuit en disant qu'elle a tout de suite senti que sa sœur était en difficulté à cause de l'amour qu'elle lui porte. Alva ne dit rien, mais il trouve la fille étrange. Juris se lève de sa chaise et lui dit que tout ce qui compte, c'est que leurs objectifs correspondent.
Juris explique ensuite que Q doit faire face à une punition, ce qui signifie qu'elle est en danger. Elle explique que la porte du labyrinthe des esprits du vide est le royaume où résident les esprits. C'est un donjon grouillant d'innombrables esprits les plus puissants du monde, concentrés en un seul endroit. Elle lui dit que Ko aurait été jeté là. Il continue en disant que ceux qui ont pratiqué les arts interdits subissent le donjon le plus rude. Elle le prévient que s'il veut sauver Ko, il sera entraîné dans sa punition. Elle lui demande s'il est déterminé à la sauver. Jura voit ses mains trembler. Elle interprète cela comme étant trop effrayé pour répondre et lui fait un signe d'adieu. Alva le rappelle et lui dit qu'il a seulement hésité parce que il n'est pas habitué au luxe de se voir offrir un choix. Il répond qu'il sauvera Ko. Il déclare que même si le chemin mène en enfer, il le suivra quand même, tant que c'est l'enfer qu'il a choisi pour lui-même. Ses yeux déterminés donnent des frissons à Juris. Elle lui demande une fois de plus s'il l'aidera, et il répond par l'affirmative. Juris crie soudainement à Shira de sortir. Derrière eux apparaît Juris, buvant tranquillement une tasse de thé et leur disant de ne pas crier. Juris insiste pour qu'il voie Ko. Shira lui dit que puisqu'elle s'est associée à Alva, qui détient un contrat avec Ko, les conditions pour voir Ko sont remplies. Elle continue en disant qu'avant qu'il ne puisse la voir, il y a encore une chose qu'il doit faire. Juris se demande ce qu'elle veut dire. Shira pointe alors la nourriture et lui dit qu'il est impoli de partir sans la finir. Alors que Juris lui dit qu'elle s'en fiche, Alva finit toute la nourriture sans hésitation. Dès qu'Alva a fini de manger, Shira claque des doigts. En un clin d'œil, tous les trois sont transportés dans une grotte au mur rempli de cristaux colorés. Shira leur souhaite la bienvenue dans le labyrinthe des esprits. Shira vante le labyrinthe des esprits comme l'endroit où les miracles, la richesse, le pouvoir et les grandes ambitions se réalisent. Elle montre à Alva et Juris le chemin vers le donjon spécial réservé uniquement aux transgresseurs, appelé le chemin de l'expiation. Juris, impatiente, lui crie d'arrêter les présentations et de les laisser avancer. Elle dit ensuite à Alva qu'elle expliquera le chemin au fur et à mesure qu'il le parcourt. Avec un sourire, Shira leur demande de bien s'entendre, puis disparaît. Alva et Juris parcourent le chemin en courant. Juris explique que leur objectif principal est de franchir le 10e étage du labyrinthe pour rattraper Ko. Elle lui demande ensuite de lui prendre la main. Alva ne sait pas pourquoi et demande si elle pense qu'il se perdrait, ce qui agace la jeune fille. Il lui donne sa main, puis il brille en courant. Juris prononce un enchantement qui fait briller le collier d'Alva. Il voit qu'il y a maintenant 2 pendentifs en diamant sur son collier au lieu d'un seul, le nouveau étant de couleur rouge. Juris lui dit que cela symbolise qu'il a passé un 2e contrat. Alva demande ce que signifient les pendentifs. Choquant Juris, qui n'en sait rien, Alva regarde et voit qu'il tombe sur 2 golems de cristal. Juris l'informe que grâce à leur contrat, il a acquis son pouvoir. Elle saute vers les monstres avec un enchantement et fait apparaître une massue métallique à pointe dans ses mains. En retombant de son saut, elle détruit les golems en morceaux avec son arme. Elle dit à Alva qu'il doit l'utiliser, car c'est le devoir d'un utilisateur d'esprit. Il lui dit qu'il comprend maintenant. Plus tard, il se dirige vers le 2e étage où il rencontre le lion-lame. Alva voit que c'est son tour d'attaquer et charge la bête. Alors que le lion prépare son attaque, Juris attrape Alva par derrière et saute pour éviter le coup de la bête. Elle dit à l'homme que les utilisateurs d'esprit doivent toujours rester à l'arrière. Juris charge le monstre et le vainc d'un coup de sa massue. Alors qu'elle dit à son utilisateur d'esprit que c'est l'esprit qui attaquera toujours. Elle s'approche d'Alva et le pointe du doigt en lui disant qu'il doit laisser un esprit le protéger pendant la bataille. Pourtant, Juris trouve étrange qu'Alva ait déjà été sur le point d'esquiver le lion-lame. Avant qu'elle n'arrive à lui, Alva demande ce que les humains utilisent au combat. Il se souvient de ce que Q lui a dit sur le rôle de l'utilisateur au combat. Juris lui rappelle que le plus important maintenant est qu'ils lui fournissent du mana. Elle explique que si les esprits peuvent générer de l'énergie spirituelle, les humains peuvent générer du mana. Et qu'une fois ces 2 énergies combinées, l'esprit deviendra plus puissant. Alva comprend maintenant pourquoi les esprits doivent faire des contrats avec les humains. Juris explique que parce qu'ils ont formé un contrat, il existe un lien spirituel invisible entre eux. Elle l'encourage à sentir la connexion, à la contrôler, puis à canaliser son mana en une force qu'elle pourra utiliser. Soudain, un golem de cristal métallique, plus grand que les golems de cristal précédents, apparaît, poussant Alva à apprendre les bases rapidement.
Juris est prête à attaquer le monstre, disant à Alva qu'il doit synchroniser ses attaques avec les siennes. Alva tend la main pour envoyer du mana à Juris. Juris charge le golem, elle le frappe, mais est repoussée, surprise par la résistance de la peau du monstre. Elle voit qu'Alva a toujours les bras tendus. En essayant de lui canaliser du mana, il est embarrassé de n'avoir pas pu lui en envoyer, n'ayant fait qu'accumuler du mana dans ses mains. Juris frappe le golem sans relâche, ne réussissant qu'à l'ébrécher, lui infligeant de petits dégâts à chaque coup. Après un long moment, elle a mis le monstre en pièces, mais elle est toujours en colère contre Alva car il n'a été d'aucune aide. Alva et Juris combattent d'autres monstres, mais malgré leur victoire, l'esprit est frustré de ne pas être près de sa pleine puissance. Elle dit à Alva qu'elle, comme Ko, est affaiblie par l'utilisation d'un art interdit. Elle explique que, puisqu'ils ont tous deux violé les règles en utilisant des arts interdits, ils subiront des punitions en plus de leur état affaibli. Cela signifie aussi que la difficulté du donjon est bien plus élevée que la normale. Elle insiste auprès d'Alva sur le fait que pour vaincre plus de monstres, ils ont besoin de plus de puissance, et elle compte sur lui pour la rendre plus forte. Il se demande s'il en est capable, mais affirme qu'il comprend. Ils atteignent une zone au 5e étage, que Juris décrit comme une zone sur 100 ennemis où ils peuvent se reposer. Elle confirme que Q s'est reposé ici, ce qui lui fait penser qu'ils peuvent rattraper leur retard s'ils ne s'arrêtent pas. Juris est pleine d'inquiétude, couverte de blessures et visiblement épuisée. Juris explique que Q a utilisé un art interdit puissant, ce qui la rend très faible actuellement, et c'est cet acte qui l'avait transformé en lézard. Juris le prévient ensuite que leur plus grand défi se trouvera au 10e étage. Elle précise qu'un événement spécial, le rituel de purification, s'y tient, où les pêcheurs s'affrontent en duel, organisé par l'organisation du Feu de Joie. Cela signifie qu'ils affronteront un autre utilisateur d'esprit. Déclarant qu'en tant que grande sœur de Ko, elle doit la rejoindre et la protéger le plus vite possible. Alva s'inquiète que Juris ne fasse pas attention à sa propre sécurité et que son corps ne tienne plus très longtemps. Il se sent coupable de ne pas pouvoir l'aider en lui donnant du mana plus tard. Au 6e étage, il rencontre un ogre d'os mort-vivant. La créature leur tire un canon d'os dessus, que Juris renvoie comme si elle jouait au baseball. Pendant ce temps, Alva tend les bras, luttant pour rassembler du mana. Il regrette que malgré sa force surhumaine, il n'ait jamais eu la chance d'apprendre la magie. Alors que Juris lutte dans sa bataille, Alva regrette de ne toujours pas savoir comment convertir son mana en un sort pour la renforcer. Il se dit qu'il doit trouver une solution. Il prévient Juris qu'un monstre taupe est sorti du mur derrière elle. La créature charge, et Alva saute devant elle. Juris craint qu'il ne soit blessé. Pendant ce temps, au 10e étage dans un colisée, Ku est en difficulté au milieu d'une bataille. Son ennemi est un utilisateur d'esprit humain de sexe masculin avec 4 pendentifs à son collier. À côté de lui se trouve le centaure qui était avec Shira auparavant. L'utilisateur d'esprit commande un golem de cristal et un ogre à 3 yeux, qui sont à quelques centimètres de Ku. Malgré son souffle court et ses blessures, les yeux de Q gardent une détermination à continuer. L'utilisateur d'esprit ordonne à son golem de cristal de frapper Q. Elle utilise une version compacte de sa lumière explosive pour bloquer l'épée du golem. L'explosion qui en résulte immobilise le golem. Juste au moment où Q est sur le point de se reposer, son adversaire canalise plus de mana dans le golem, le rechargeant à pleine santé. Il attaque de nouveau, et Q contre avec un autre rayon laser, visant l'épée cette fois. Le golem renforcé surpasse sa lumière. Et son attaque la repousse alors qu'elle se relève. Q perd espoir de pouvoir gagner. Elle essaie de trouver un moyen de contrer le sort de renforcement de l'utilisateur qui donne du pouvoir à ces monstres. Au 10e étage du labyrinthe des esprits se trouve l'épreuve finale, qui se déroule dans une purification du Colisée. Des duels contre des pêcheurs sont organisés par l'organisation, et les utilisateurs d'esprits sont forcés de combattre. Les esprits ne peuvent montrer leur véritable pouvoir qu'une fois liés par contrat avec des humains. Avec 4 gemmes spirituelles autour de son cou, Ludo a rassemblé du mana dans sa paume et a renforcé son esprit lézard. Il abat son marteau, et l'impact est assez puissant pour briser le sol. Combattre sans partenaire humain était complètement désespéré, mais c'était la situation dans laquelle Q se trouvait. Et elle était manifestement en train de perdre. Comme prévu, si elle ne fait rien concernant l'amélioration de mana de l'ennemi, elle n'a aucune chance de gagner. Il y avait 4 esprits ennemis, avec l'archer centaure restant bien au-delà de sa portée.
Ludo comptait silencieusement, disant qu'il n'en restait plus qu'un. Elle était confuse et n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Il a déjà vaincu et pris 9 vies lors de duels. Et un de plus le libéra du labyrinthe. Après cela, son péché lié au gang de la cupidité colérique allait être absous. En entendant ce nom, Q se souvient du groupe de bandits qu'ils avaient vaincus dans le monde humain. Cela dit, être associé à de telles ordures suffisait à offenser Ludo, qui est un ancien de leur groupe. Le gang opère à la fois dans le monde humain et le monde des esprits, c'est aussi pourquoi ils en savaient tant. Puisqu'il avait déjà gaspillé trop de mots, il était temps pour eux de disparaître. Il avance sa main, et les monstres comprennent qu'ils doivent charger et se battre pour aggraver les choses. Ils renforcent leur force avec du mana. Qui n'a d'autre choix que de bloquer le coup de l'esprit cyclope avec ses bras nus, et il manque de se briser sous un seul coup de cette puissante attaque. Cependant, elle refuse de s'effondrer si facilement et passe immédiatement à la contre-attaque. La fille dragon recouvre ses membres d'énergie spirituelle et attaque un autre ennemi, le terrassant avec succès. Avec cela, elle confirme au moins que l'utilisateur d'esprit ne peut en renforcer que 2 à la fois si elle cible correctement ses attaques. Ces attaques devraient passer. Le centaure la regardait abattre les autres esprits, un par un, malgré sa satisfaction. Tout cela n'était qu'un effort inutile. C'était une bataille difficile d'affronter 4 ennemis à la fois, mais Q n'allait en aucun cas accepter la défaite sans se battre jusqu'à son dernier souffle. Elle n'avait aucune chance. Le lézard parvient à s'approcher pendant qu'elle est préoccupée, alors elle croise les bras et déclenche une énorme et aveuglante explosion de lumière. Pendant que l'ennemi était encore projeté au loin, elle retrouve son équilibre et se projette de nouveau vers la cible. Avec sa prise au cou serré, l'esprit est projeté violemment contre le sol dur. Cependant, le centaure visait déjà une flèche droit sur elle. Le tir de foudre est lancé sur la cible, et il transperce son corps. Le coup la fait hurler, agonisante sous les millions de volts, électrisant chacun de ses nerfs. Finalement, elle tombe. Ludo ordonne à ses subordonnés de l'achever pour de bon. Elle tremble encore, essayant de se défendre tandis que le cyclope lève sa massue pour la réduire en miettes. À ce moment précis, une massue plus petite arrêta son arme en plein élan. Juris arriva juste à temps pour sauver Q et renvoya le bras de l'énorme esprit en arrière. Les principaux ennemis sont surpris par cette apparition inattendue, et l'esprit dragon ne peut s'empêcher de partager les mêmes sentiments. Elle entend une voix familière lui reprocher d'être si mal en point et dire qu'il est content d'être arrivé à temps pour l'aider. Ses yeux et sa bouche s'ouvrirent sous le choc, voyant 2 amis aux cheveux roux se tenir entre elle et ses ennemis. Comme cela faisait un jour qu'elle avait disparu, il lui demande comment elle va, le sourire aux lèvres. C'était une réalité difficile à croire, et elle a même dû la remettre en question au début. Son maître avait enfin été libéré de l'esclavage et venait de retrouver sa liberté après des années, alors pourquoi ferait-il quelque chose d'aussi risqué? Levant les yeux, Alva confie que la nourriture était bonne, que son premier repas partagé avec elle était inoubliable, et que ce sentiment lui manque. Ainsi, il est venu inviter son ami à déjeuner à nouveau. C'est tout, et il pense que c'est une raison plus que suffisante. Comme une lumière brillant dans l'obscurité, ses mots et sa présence font briller ses yeux de larmes. Ludo n'avait pas de temps pour leur retrouvailles sentimentales et insensées et utilise l'amélioration de mana. Au final, aucun humain n'aura jamais le pouvoir de tenir tête à un esprit. Inquiète, Q l'appela et demanda à son maître d'utiliser l'amélioration de mana sur elle aussi. Il s'excuse sans même se retourner et confie qu'il n'a jamais appris à utiliser cette technique. La confession la plonge dans l'incrédulité, mais Juris s'assure à la petite que tout ira bien. Tout ce qu'elle a à faire, c'est regarder attentivement. L'esprit de cristal a balancé et a envoyé une énorme décharge de mana vers l'avant. D'autre part, Alva a serré sa lame et a commencé à crier, libérant toute sa puissance dans son corps. D'un seul coup de l'arme de l'humain, le mana et le corps de l'esprit sont coupés en 2. Ludo et Q sont sidérés et ne peuvent pas comprendre ce que leurs yeux voient. Le collier d'esclave ayant disparu, les chaînes qui maudissaient Alva avaient également disparu. Il était affligé de fragilité, de faiblesse, de vitesse ralentie, de vision floue et d'un nombre incalculable d'autres altérations d'état. Tout cela ayant disparu. Il est plus libre et plus fort que jamais, alors il leur demande de lui répéter que les humains n'ont aucune chance de vaincre les esprits. Après tout, c'est quelque chose qu'il aimerait tester par lui-même. À ce moment-là, Juris a vu quelque chose d'incroyable. Tous ont crié dans la 6e couche,
essayant de la prévenir d'un ennemi attaquant par derrière. Il était trop tard, et elle n'allait pas pouvoir réagir à temps. Alors l'homme a bougé rapidement et s'est interposé entre eux. Elle a crié d'inquiétude, s'attendant à ce qu'il subisse une blessure mortelle. Du liquide rouge a jailli, mais ce n'était pas de l'humain. L'esprit taupe avait été coupé en deux, fendu en deux morceaux par la lame de l'ancien esclave. C'est une loi naturelle que les esprits soient la race la plus forte du monde, ce qui signifie que les humains ne peuvent jamais les vaincre. Mais Alva se tenait là, brisant cette loi par sa seule puissance. Maintenant, le cyclope rugit en voyant son allié vaincu. Pendant ce temps, Kahu et Juris regardaient un humain bondir pour renverser leur croyance à lui seul. Ses yeux étaient d'une froideur glaçante tandis qu'il serrait son arme. C'était impossible, et Luda ne comprenait pas comment il pouvait tenir tête à un esprit. Mais ce n'est pas parce que c'était impossible qu'il pouvait ignorer la situation. Ainsi, il ordonne au centaure, lui aussi stupéfait, d'utiliser sa baliste de foudre chargée. L'esprit serra les dents, se demandant pourquoi il utiliserait sa plus puissante attaque sur un simple humain. S'il devait abattre l'ennemi, il le ferait sans aucune pitié. Alva risque une ingérence malvenue et leur offre un conseil. Le cyclope a de bons yeux et peut bien détecter ses mouvements, ce doit donc être sa technique principale. Cependant, la grande massue est la source de toute sa puissance de destruction, mais elle rend ses attaques grossières et lentes. Brandissant une lame, il déchaîne une rafale de coups qui découpe net l'ennemi en d'énormes morceaux en un instant. Au final, le meilleur choix d'arme est quelque chose qui peut être facilement manié. Un puissant cri résonna dans tout le Colisée tandis que le centaure concentrait son énergie dans son arc. L'énergie se solidifia et se matérialisa en un énorme missile balistique, visant directement l'homme. Voyant la puissance concentrée, les sœurs altèrent d'inquiétude pour leur ami. Cependant, le centaure ne visait pas seulement l'humain, mais avait l'intention de les tuer tous. Alva était parfaitement calme, répétant que la grande taille n'équivaut pas toujours à la force. Écœuré par son arrogance, l'ennemi lui tira le missile sans qu'on ait besoin de le lui dire. Cucu et Juris envoient tous deux leur énergie vers leur ami et enveloppent son épée d'énergie spirituelle jaune et rouge. Cela aide considérablement, et le revêtement permet à la lame d'Alva de parer l'attaque la plus puissante de l'ennemi. Une énorme explosion résulte de l'impact. Malgré cela, même Ludo n'est pas sûr s'ils l'ont vaincu. La réponse arrive rapidement alors qu'ils voient le dieu de la peste foncer vers eux. Pas encore fini, mais visiblement tendu, le centaure enchaîne avec ses flèches éclairs. Cependant, il voit Q s'approcher soudainement sur le côté. Prête à frapper, elle était visiblement encore affaiblie, mais il était tellement concentré sur l'humain qu'il ne l'a pas remarqué bouger à nouveau. L'esprit dragon a déjà vu sa technique de tir à l'arc, et ce qui la rend terrifiante, c'est la vitesse de déplacement pure de la flèche. C'est aussi son défaut, car elle n'a qu'à observer les mains de l'ennemi et à synchroniser son esquive juste au moment où il lâche le tir. Elle y parvient avec succès et sourit. Pendant ce temps, Juris donne un coup de genou au centaure en pleine mâchoire, un rappel douloureux. Qu'il ne devrait pas oublier qu'elle est là aussi, il est étourdi par l'attaque, ne s'attendant pas à ce qu'un autre esprit attaque de l'autre côté. Malheureusement, il y avait toujours son ennemi le plus dangereux, Alva, qui était enfin en position de frapper. L'esprit hurla impuissant tandis que Ko et son maître déchaînaient leur assaut sur lui. Ainsi, tous les esprits sont maîtrisés après un certain temps, mais qu'allait-il faire de l'utilisateur d'esprit qu'ils avaient ligoté, haletant d'épuisement? Le dragon lui demande de briser le pendentif sur leur poitrine, c'est la gemme de contrat qui rompt la connexion entre l'esprit et le maître une fois brisé. C'est similaire à celui qui est apparu sur la poitrine d'Alva lorsque Q est devenue humaine. Les pendentifs de Ludo étaient déjà endommagés, et tout ce qui restait à faire était de les détruire complètement. Suivant ses instructions, le dieu de la peste lève sa lame et détruit les gemmes, faisant hurler les utilisateurs d'esprit de défaite. Pendant ce temps, Noah pleura auprès de Shira, s'excusant d'avoir échoué à créer un labyrinthe qui aurait éliminé les transgresseurs. L'administrateur dit que leur rôle est de créer un lieu d'expiation et non de vaincre les transgresseurs. Leur rôle est de créer un lieu d'expiation et non de vaincre les transgresseurs. En fait, le plus gros problème est qu'elle ne comprend pas cela. Surtout, la patronne glaçante dit qu'il y a quelque chose d'important qu'elle ne fait pas. La réprimande rend la jeune fille pâle et inquiète, et elle demande ce que c'est exactement. Heureusement, Shira parlait juste de sa cravate de travers, qu'elle arrange elle-même. Ensuite, il parle de l'humain qui vainc les esprits et réalise des exploits jamais vus auparavant.
Au lieu d'être au-delà des attentes, on peut même appeler cela une situation anormale. Pour une raison quelconque, l'administratrice semble en être heureuse. Malgré son travail, elle ricane d'amusement en sentant le bon sens se fissurer. Ils ont attendu des centaines d'années, à tel point qu'ils en ont eu le vertige. Avec l'apparition du petit trio, il y a peut-être enfin une chance d'éliminer l'opposition. Sur ce, She-Ra invite Noah à la rejoindre et à se délecter du son d'une air qui commence à bouger. Alors que la dernière épreuve du Colisée se terminait, une voix félicite le groupe pour son excellent travail. She-Ra était apparue, les trouvant magnifiques d'avoir conquis le chemin de l'expiation. Son but n'était pas de dire quelque chose de sarcastique, mais de leur présenter sa subordonnée. Noah les salue, toujours timide et mal à l'aise, alors qu'ils ont vaincu le donjon qu'elle a conçu. Il semble qu'ils auront une longue relation les uns avec les autres, il est donc préférable de s'entendre. Alva ne veut pas d'une telle connexion, mais She-Ra essaie de les convaincre avec des cadeaux. D'un claquement de doigts de l'administratrice, une lumière dorée a entouré les deux sœurs, et elles sentent une énergie renouvelée se répandre dans tout leur corps. Pour essayer, Ko utilise une technique de dragon qui recouvre son corps d'écailles dures. Les compétences spirituelles qu'ils ont perdues après avoir utilisé des techniques interdites sont partiellement revenues, car un tel pouvoir est synonyme d'esprit. Cela augmentera considérablement leur capacité de combat. Si elle avait eu les écailles de dragon sur ses bras plus tôt, la bataille se serait peut-être terminée avec de simples égratignures. En recoupant les informations, Alva demande si cela signifie que She-Ra détient le pouvoir que les deux ont perdu. Elle le réfute et explique qu'ils les ont perdus après avoir été affaiblis par l'utilisation de l'interdit. Noah s'indigne, car il insinue grossièrement que son chef a volé leur technique. Après l'avoir calmé et passant à autre chose, She-Ra les félicite à nouveau. Mais elle dit que ce n'est que la première étape de leur voyage. Les profondeurs du labyrinthe sont encore lointaines, et ils s'attendent à ce que les trois aient assez de détermination pour se frayer un chemin. Le vrai début commence là, alors ils leur souhaitent bonne chance et un bon voyage. Les deux groupes se séparent, et les challengers franchissent la porte de la suite de leur aventure. À leur surprise, ils débouchent dans les rues d'une ville calme et magnifique. C'est ce qui devrait arriver naturellement, mais Alva soutient qu'après avoir vaincu un boss de donjon, on devrait normalement retourner à l'entrée à pied. Qui explique qu'ils sont toujours à l'intérieur du labyrinthe mais se trouvent juste dans l'une de ces zones sûres. C'est la couche 0, la cité des esprits. Pour l'instant, Juris veut aller quelque part où ils peuvent s'asseoir et parler sans problème. Ils aperçoivent un immense bâtiment à proximité et décident d'entrer. Alva a crié de surprise en entrant dans la bibliothèque et n'arrivait pas à croire la quantité infinie de littérature coûteuse à l'intérieur. C'est alors qu'un livre avec des lèvres leur a demandé comment elle pouvait les aider. C'est un esprit livre, et Juris demande à emprunter un box privé pour discuter. Derrière des parois de verre, l'ancien esclave admet qu'il ne comprend rien à ces choses. Selon son bon sens, les livres devraient être rares et ne devraient pas pouvoir parler. Ce serait normalement vrai dans le monde humain, mais dans le royaume des esprits, les villes se développent grâce au pouvoir spirituel. Le papier peut être cultivé si des esprits végétaux sont présents, et les manuscrits peuvent également être copiés avec des esprits. C'est aussi la raison pour laquelle la culture se développe plus vite dans ce monde. Ils demandent alors comment ils se retrouvent au niveau 0 alors qu'ils ont déjà conquis le 10e niveau. Cela dit, c'est là que les gens commencent normalement, et KU aimerait se battre ensemble depuis le début. Pour la taquiner, il se présente à nouveau en plaisantant, mais cela provoque la colère de Juris. Elle pensait à quel point c'était impoli qu'il continue de l'appeler avec un nom bizarre qu'il avait inventé. Il envisage d'utiliser son vrai nom, car il avait inventé son nom actuel quand elle était un lézard. Cependant, KU dit qu'elle est attachée aux deux, mais qu'elle s'était donné son nom d'origine. Maintenant, elle veut chérir le nom que son maître lui a donné et ne veut pas revenir en arrière. Les deux échangent des sourires radieux et agréables alors qu'ils se mettent d'accord sur la façon de l'appeler. Pendant ce temps, Juris regardait l'identité de sa précieuse petite sœur être changée. Elle serra les dents et le maudit dans une rage silencieuse. C'était l'heure du coucher du soleil, alors qu'O dit que c'était le moment parfait. Alva était à nouveau confus quant à ce dont ils parlaient tous, et il regarda bientôt avec émerveillement et stupéfaction les lumières nocturnes et d'innombrables étoiles brillantes illuminer la ville. C'était fascinant et bien mieux que le monde humain. Malgré cela, Juris s'était concentré sur le fait d'atteindre l'auberge et d'isoler l'homme qui séduisait sa sœur. Q se porte volontaire pour prendre en charge les dépenses,
ayant encore de l'argent après avoir vaincu les bandits. Grâce au pouvoir du trésor, il se dirige vers un logement agréable pour la nuit. Bientôt, Alva profitait d'une douche chaude, sans même savoir comment fonctionnait la salle de bain privée. Il était submergé par le pouvoir de l'argent, une sensation qu'il n'avait jamais connue auparavant. Une scène déroutante l'accueille à sa sortie, car il voit les deux filles dans sa chambre. Bien qu'il en ait réservé une autre, Ko ne lui a pas encore dit, mais il y a quelque chose d'important dont ils doivent parler. Il y a un détail fondamental concernant leur rencontre qu'il doit connaître. Pourquoi ont-ils fini par utiliser des techniques interdites? Qu'ont-ils fait, et à quelle situation étaient-ils poussés? Enfin, elle veut qu'ils connaissent l'ennemi qu'ils affronteront avant qu'ils ne prennent une décision. Le plus grand ennemi du monde des esprits est un grand monstre appelé l'opposition. Il y a plusieurs mois, un certain village caché a été détruit par des attaques continues. Des orbes d'énergie sombre ont assailli les maisons, les faisant exploser ainsi que leurs occupants. Certains se sont dépêchés de soigner les blessés et de sauver ceux pris au piège dans les bâtiments effondrés. D'un autre côté, beaucoup se sont aussi recroquevillés de peur, tremblant et ne sachant absolument pas ce qui se passait. Un ancien leva les yeux et dit, « Tout le monde connaît la vérité, mais leur esprit refuse simplement de comprendre la réalité. » En termes simples, le légendaire esprit maléfique, l'opposition, s'est réveillé pour semer le chaos. Rassemblant l'énergie spirituelle dans ses mâchoires, l'être semblable à une baleine a tiré et vaporisé des parties de la ville. Les civils regardaient avec horreur, réalisant qu'ils ne pouvaient plus rien faire. Le village était perdu, et une tentative désespérée de s'échapper était tout ce qui restait. Cependant, une personne n'a pas perdu espoir. Q se tenait entre eux et l'opposition. Juris, également blessé, a essayé de l'arrêter, mais il était trop tard. Comme l'ennemi lui avait déjà tiré un autre rayon, libérant toute sa puissance, elle a utilisé la technique interdite. L'explication se termine, et la pièce est silencieuse. Pendant qu'Alva assimile l'histoire qu'il vient d'entendre, Q réorganise l'histoire depuis le début. L'opposition a semé la destruction dans le monde des esprits pendant des siècles et est appelé un dieu. Il était destiné à détruire les esprits et l'humanité. Il vient de se réveiller de son long scellement, et même des dizaines de milliers d'esprits ordinaires n'auraient aucune chance contre lui. Être attaqué par un tel monstre est sans aucun doute le pire. Ils avaient des contre-mesures, que ce soit une chance ou une malchance. Si la catastrophe devait arriver, c'était le village caché d'Ira. Il était chargé de recéler l'opposition. Alva demande si c'est la technique interdite qui a été utilisée. C'est un peu différent, car le sceller toute seule serait un exploit trop grand. Des esprits aux qualités spéciales emprisonnent le dieu maléfique, et elles sont appelées prêtresses scelleuses. Le village a rassemblé ceux qui avaient un talent pour cela et a cultivé leur pouvoir pour l'avenir. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Juris est en fait une candidate pour être une prêtresse. Elle le saisit par le col, insultée par le scepticisme et le doute dans sa réaction. Cela dit, pourquoi le village le mieux préparé à vaincre le monstre a-t-il quand même fini par perdre? C'est un point sensible, mais en termes simples, toutes ces préparations étaient insuffisantes. Inversement, l'opposition était plus forte que prévu, car personne de vivant ne connaissait sa véritable puissance. C'était d'une autre dimension que la force combinée de toutes les prêtresses. Alors que le déchaînement unilatéral se poursuivait, ce qui sauva le village de la crise fut la technique interdite de Ko. L'atmosphère est de nouveau froide et tendue. Pour être précis, elle a téléporté l'opposition dans les profondeurs du labyrinthe des esprits. Ce n'était qu'une mesure temporaire, mais Juris est toujours si fier d'elle d'avoir pu accomplir cet exploit. De même, Alva réalise enfin à quel point elle est incroyable d'avoir accompli ce que des dizaines de milliers sont incapables de faire. La jeune fille rougit, embarrassée par tous les éloges. L'esprit plus âgé réalise qu'elle l'a aussi trop louée, elle qui, en maniant un pouvoir au-delà de ses moyens, a été punie pour avoir utilisé des techniques interdites. L'humain se demande quelles sont les punitions, se souvenant que le donjon en est un exemple. Il y a 3 choses principales à retenir à ce sujet. Premièrement, elle a progressivement perdu son pouvoir et s'est affaiblie au point de se transformer en lézard. Deuxièmement, elle a été envoyée au hasard dans le monde humain pour souffrir. Enfin, elle doit être exécutée par l'organisation. Lors du chemin de l'expiation d'aujourd'hui, elle n'a survécu aussi longtemps que parce qu'elle a retrouvé un peu de pouvoir après avoir fait un pacte avec lui. De plus, la technique interdite de Juris était de se téléporter et de suivre Q dans le monde humain.
Comme son péché était un peu plus léger, sa perte de pouvoir était proportionnellement moindre. Aucune d'elles n'a complètement récupéré son pouvoir spirituel, mais avec ceci, la purification est complète. Maintenant, elles doivent passer au prochain objectif, atteindre la 18e couche du labyrinthe des esprits. Elles retourneront aux ruines du village caché d'Ilra. Premièrement, il est nécessaire de confirmer l'état du village et la sécurité de tous. Après cela, c'est la libération de pouvoir de la prêtresse du plafond. C'est la première fois qu'Alva entend parler de libération de pouvoir. Les jeunes candidates prêtresses étaient encore en formation, et retourner au village peut achever cela. Ko joint ses mains et demande à son maître de les emmener toutes les deux au village caché du 18e étage. La tâche intimidante le fait déglutir difficilement, mais il comprend et accepte la requête de les emmener dans leur patrie. L'esprit dragon célèbre et le remercie, mais Juris l'interrompt. Elle est reconnaissante pour sa réponse et son aide plus tôt, mais il devrait y réfléchir un peu plus, disant qu'il ne devrait pas tirer de conclusions si hâtivement. Alva se demande pourquoi elle est si prudente à ce sujet. S'il s'implique avec elle et l'opposition, sa vie sera déformée et il empruntera un chemin douloureux. Les implications frappent aussi Q, et Juris confirme si c'est vraiment acceptable de se laisser entraîner si facilement dans une telle situation. Le silence s'empare de tous, mais l'esprit dragon brise la tension en suggérant qu'ils obtiennent d'abord le trésor qu'ils désirent, comme l'a dit Shira. Le labyrinthe est l'endroit où tous les souhaits peuvent se réaliser. Les artefacts spirituels peuvent provoquer divers miracles, et ils constituent l'objectif de la plupart des explorateurs du labyrinthe spirituel. Cela dit, il lui demande quel est son désir et son souhait du labyrinthe. Il est surpris par la question inattendue et prend un certain temps avant de répondre. Le lendemain, il était assis seul sur un banc en ville, pensant toujours à un souhait qu'il devait soudainement avoir. Ayant passé la majeure partie de sa vie en tant qu'esclave, il n'avait ni liberté ni droit en tant qu'être humain. Un jour, Q l'a sauvé et libéré de cette vie. Maintenant, il soupire de contentement. Il ne désire rien au-delà de la liberté, et les souhaits sont bien au-delà de ses préoccupations. La nuit dernière, on lui a offert des richesses qu'un humain ordinaire n'aurait jamais touchées, mais il n'était pas intéressé. En se promenant dans la ville, il monte un escalier et atteint le sommet, d'où il découvre une vue magnifique sur toute la région. Il n'a jamais vu un paysage aussi beau. L'envie de voyager lui vient, mais il se mentirait à lui-même s'il disait qu'il n'a aucun lien avec l'opposition et qu'il ne peut pas simplement continuer à suivre Ko et les autres. Il n'avait rien, et même un rêve était introuvable. C'était, à ce moment-là, son apogée. À ce moment précis, une voix forte a crié que quelqu'un était un traînard. Il se retourne, confus, et entend quelqu'un demander si le restaurant le méprise. Les autres clients étaient visiblement agacés alors qu'il se plaignait d'avoir été fait attendre 2 minutes. Un homme pompeux nommé Belfort a crié sur la serveuse, allant même jusqu'à poser ses pieds sur la table. Elle s'excuse et demande plus de temps pour cuisiner, mais elle est réprimandée pour sa lenteur. Le groupe auquel il appartient est plein de mauvaises rumeurs, mais aussi tristement célèbre pour être fort et maléfique. Les autres refusent de s'impliquer et plaignent simplement la pauvre fille qui a été forcée de s'incliner. Sentant leur regard, Belfort crie sur les autres, défiant quiconque de se plaindre. Il prend ensuite leur nourriture et la jette, disant que c'est culotté de leur part de manger avant lui. La fille courageuse et insensée essaie de l'arrêter, disant qu'il ne peut pas déranger les autres clients. Argumentant que c'est sa faute de l'avoir fait attendre, il lève le poing pour la frapper, mais elle tient bon malgré qu'elle ferme un œil de peur. À ce moment précis, il s'arrête en voyant Alva ramasser la nourriture par terre, se demandant pourquoi il est si gaspilleur. Il était incroyable pour lui, mais Belfort était juste incrédule que quiconque ose le défier. Affirmant avoir conquis 30 étages du labyrinthe, il se considère différent des gens ordinaires. Cependant, un utilisateur d'esprit sans aucun esprit autour de lui n'était rien de plus qu'un humain normal. Cela pousse la patience de l'homme à ses limites. Enragé, il dégaine son épée. La serveuse leur dit de faire attention. Belfort frappe, affirmant que l'écart entre le nombre de batailles qu'ils ont menées est énorme, et ce, avec seulement 2 doigts. Alva dévie la lame, et l'homme se retrouve à rater complètement sa cible, sans comprendre ce qui s'est passé. Il est laissé dans une stupéfaction totale, l'ancien esclave acquiesce concernant l'écart entre les batailles qu'ils ont menées. Il lui ouvre la bouche de force pour lui donner une leçon sur le gaspillage de nourriture. Il prend le sandwich sur lequel on avait marché et le fourre dans la bouche de Belfort. La force le projette à travers la pièce,
et il est envoyé s'écraser contre les tables. Les autres clients regardaient avec inquiétude tandis que le chef de la bande était humilié et assommé. Pendant ce temps, la serveuse le remercie de son aide, incapable de cacher son étonnement face à ce qu'il a fait. Il y a des gens qui dévient des épées avec des épées, mais lui l'a fait avec juste quelques doigts. Lui demandant s'il est un aventurier, elle lui confie qu'elle va entrer dans le labyrinthe. Pour la première fois, il est pris au dépourvu par la proximité soudaine de la jeune femme. Elle se présente donc enfin comme Tiny et lui souhaite la bienvenue au Bon Café. Elle promet de lui offrir une tasse de café s'il lui raconte ses aventures. Devant le café, Tiny est choquée d'apprendre qu'elle et Alva ont tous les deux 15 ans. Alva reconnaît qu'il a l'air plus vieux que son âge. Tiny n'arrive pas à croire que c'est sa première fois à défier le labyrinthe des esprits. Pourtant, il s'est déplacé comme un vétéran. Elle doute aussi qu'il soit humain, car aucun humain n'a jamais rendu un tel exploit possible. Pendant ce temps, Alva est occupée à regarder le menu, mais comme il ne sait pas lire, elle lui recommande de commander un grand café latte mocha noir aux pépites. Après avoir commandé pour lui, elle reprend ses affaires et suggère qu'ils fassent équipe, puisqu'ils sont tous deux des utilisateurs d'esprit débutants. Cependant, il refuse sa proposition, lui disant qu'il doit faire quelque chose d'abord avant de retourner au labyrinthe des esprits. Dans un flashback, le CEO demande à Alva quels sont ses désirs concernant le labyrinthe des esprits. Dans le présent, il dit à Tiny qu'il n'a aucun souhait ni désir. Tiny comprend que tous les challengers n'ont pas de désir, mais avoir de la motivation est très important lorsqu'on défie le labyrinthe. Entrer à l'intérieur, c'est la mort elle-même, car les esprits sont des super-existences avec une forte intention de tuer qui peut consumer une personne. Cette intention maléfique peut être un poison fatal pour de petites existences comme les humains. Si le cœur d'une personne est infecté, elle ne peut plus avancer, et seule la mort attend ceux qui sont trop faibles pour survivre. C'est pourquoi il est important d'avoir des désirs et des convictions pour entrer dans le labyrinthe, celles-ci aideront à avancer et à se battre jusqu'à la fin. Tiny admet timidement qu'elle a juste entendu ça des autres, mais Alva reconnaît que cela l'a aidé à comprendre ce que signifie défier le labyrinthe. Juste à ce moment-là, sa boisson mocha noire arrive, et Alva semble émerveillée par la boisson mystérieuse devant lui. Il lève alors les yeux vers le serveur du café et est choqué de voir un esprit en uniforme de femme de chambre. Il demande alors s'il est un homme dépravé légendaire. L'esprit semble imperturbable par sa déclaration et s'incline même pour l'accueillir dans leur café. Tiny le corrige, disant qu'il dérange leur invité. Le serveur s'excuse alors et se présente comme Tortel, l'esprit contracté de Tiny. Il dit directement à Alva qu'il l'a entendu s'inquiéter de son désir pour le labyrinthe des esprits. Comme il aime se mêler des affaires des aventuriers débutants, il essaie de donner des conseils à Alva, qui tente de les esquiver. Puisque c'est aussi sa première fois à défier le labyrinthe, mais incapable de résister, Alva demande quels sont ses désirs. Pensant qu'il veut perfectionner son travestissement, Turtle rit et répond qu'il veut être un héros qui aide les faibles. Il se souvient que quand il était petit, les livres d'images de héros l'ont mené à son plus grand rêve. Voulant devenir un héros, il a fabriqué ses propres costumes, et finalement, le cosplay est devenu son passe-temps. Il veut plonger dans le labyrinthe des esprits, devenir plus fort comme le héros du livre d'images, et accomplir sa propre justice. Alva est stupéfait en voyant la conviction de l'esprit. Même s'il a l'air peu sérieux dans son costume, il a de véritables désirs et aspirations. En défiant le labyrinthe, Alva pense que l'esprit est plus admirable que lui. Turtle lui dit que les convictions ne sont pas quelque chose que l'on peut avoir facilement. Alva soupire de frustration et partage qu'il a été récemment libéré de l'esclavage et qu'il pense à aider son esprit contracté. Même s'il l'a libéré, il réalise qu'il est vide à l'intérieur et n'a aucun désir ni aucune conviction. Peu importe la liberté qu'il a, il est probablement toujours un esclave par nature, c'est pourquoi il n'a aucun désir en lui. La révélation choque les deux et les fait se taire un instant. Turtle lui dit alors qu'il pense qu'Alva n'a probablement pas encore réalisé son désir, mais que vouloir aider son esprit peut être considéré comme son propre désir. Alva refuse de l'admettre. Mais Tiny souligne qu'il a définitivement sa propre volonté et sa capacité de choisir, comme il a choisi de l'aider plus tôt au café de cette manière. Il n'est plus un esclave, mais une personne normale avec sa propre volonté et ses convictions. Alva est surpris de réaliser cela, car il n'a jamais rien choisi auparavant. Son esprit s'égare aussi quand il dit à Juris que peu importe où leur chemin les mène, il est heureux, car maintenant il peut choisir son propre enfer personnel. Juste à ce moment-là,
Q et Juris apparaissent après l'avoir cherché si longtemps, ayant détecté des fluctuations magiques dans la ville. Turtle entre et salue les deux esprits. Plus tard, Tiny raconte comment Alva l'a sauvé d'un client difficile, et en signe de gratitude, elle leur permet de commander tout ce qu'ils veulent. Juris commande immédiatement un gâteau au chocolat, tandis que Q, étant un dragon, commande de la viande avec os. Mais Tiny lui dit que le café n'a pas ce genre de plat, alors elle lui recommande plutôt un sandwich au poulet. Après avoir commandé, Juris et Q se présentent correctement. Tiny leur dit ensuite que son esprit contracté s'appelle Tortel. Les deux filles sont confuses quant à la raison pour laquelle l'esprit porte une tenue de soubrette, et Tiny explique que l'homme a un hobby de cosplay et s'y adonne en travaillant au café. Pendant que les filles sont occupées à parler, Alva est plongée dans ses pensées et réalise qu'il a maintenant des amis, qu'il a découvert ce que signifie la connexion et qu'il a trouvé sa place. Il a choisi ces personnes pour l'accompagner et fera tout pour protéger ceux qu'il chérit. Ko remarque qu'il est devenu silencieux et demande ce qui ne va pas. Alva la regarde avec sa nouvelle prise de conscience et reconnaît silencieusement que sa raison de se battre est de la protéger, elle est les personnes importantes pour lui. Tiny demande à nouveau si elle et Alva peuvent conquérir le labyrinthe des esprits ensemble. Juris est d'accord mais laisse la décision finale à Alva. Tiny est un peu hésitante car Alva cherche encore ses propres objectifs, mais à leur surprise, l'homme accepte de défier le labyrinthe. Disant qu'il a maintenant trouvé une raison de se battre. Ce n'est peut-être pas grandiose, mais il comprend maintenant ce que l'on ressent quand on a quelque chose qui vous pousse à continuer. Le trio est choqué par sa conviction soudaine. Mais Q lui sourit, soutenant son maître. Quelques jours plus tard, le groupe arrive enfin à l'entrée du labyrinthe des esprits. Alva est étonnée par l'aspect bizarre du bâtiment et peut déjà sentir la pression rien qu'en le regardant. Tiny leur dit que la tour du labyrinthe des esprits est le symbole de la fierté de la cité des esprits. En regardant Tortel, Alva remarque qu'il ne porte pas sa tenue habituelle. L'esprit reconnaît qu'il ne devrait pas apporter ses passe-temps dans le labyrinthe et qu'il doit se battre avec sa propre force. Sur ce, le groupe entre dans le labyrinthe des esprits et enregistre son équipe à la guilde des aventuriers du labyrinthe des esprits. Une fois enregistrés, la réceptionniste leur demande d'utiliser la chambre de téléportation pour atteindre l'entrée du labyrinthe. Alva est stupéfait en voyant la chambre de téléportation. Tiny lui dit que s'il se tient sur la plateforme, il sera transporté au labyrinthe des esprits. Cela lui rappelle comment Shira a utilisé la même méthode la première fois qu'il est entré dans un donjon. Cependant, celui-ci semble plus solennel et dégage une atmosphère différente des donjons habituels qu'il a conquis auparavant. Tiny ajoute que c'est le donjon le plus difficile du monde, mais que le labyrinthe peut accorder des miracles et exaucer n'importe quel souhait en retour. De rudes épreuves les attendent, mais quels que soient les défis qui se présentent, Tiny est confiant qu'ils pourront les surmonter ensemble. Sur ce, l'équipe entre dans le labyrinthe pleine d'espoir. En entrant, ils sont surpris par le calme et la sérénité du lieu. Ko informe son maître que le labyrinthe contient des espaces indépendants pour chaque couche. Le voyant confus, elle explique que le labyrinthe possède des montagnes, des mers, des déserts et des champs de neige, ce qui le rend très différent des donjons typiques. Ko le prévient de ne pas baisser sa garde, car tout peut arriver. C'est alors qu'ils entendent un cri au loin, quelqu'un implore de l'aide. Un homme fuit une nuée de rats de feu, tandis que son esprit contracté est attaqué. L'équipe observe la scène chaotique, en déduisant que l'aventurier et son esprit ont dû provoquer le nid. L'aventurier impuissant tente d'utiliser l'amélioration de puissance magique, mais cela s'avère inutile. Q convient que c'est impossible, aucun utilisateur d'esprit débutant ordinaire ne peut gérer autant de rats de feu. Puisqu'il risque d'être pris dans le combat s'il reste inactif, Tiny décide d'agir au nom de l'équipe pour montrer ses capacités à Alva. Elle lance un sort et utilise sa technique spirituelle, l'invocation conditionnelle. Elle invoque un slime géant, stupéfiant les sœurs. Comme les techniques d'invocation ne sont généralement pas utilisées par les débutants, Alva se demande si sa technique est vraiment si impressionnante. Juris lui conseille d'observer le déroulement de la bataille. Tiny ordonne à son slime de se disperser, tuant de nombreux rats de feu d'un coup. Cool explique qu'invoquer et contracter un slime de rang suprême n'est pas une mince affaire. Cela nécessite au moins une capacité de classe de 30e couche. Alva est surprise, car ils ne sont qu'au premier niveau, réalisant que Tiny a déjà dépassé le stade de débutant. En tant qu'utilisatrice d'esprit, la femme se concentre sur son combat, utilisant l'amélioration de puissance magique, ce qui impressionne encore plus Alva,
d'autant plus qu'avec un seul esprit, elle submerge déjà une immense armée de rats de feu. Pour conclure le combat, Turtle se joint à eux, brandissant sa lance maudite et délivrant une entaille rapide qui anéantit encore plus de rats de feu. Il s'arrête pour louer sa maîtresse, disant à tout le monde qu'elle est spéciale parce qu'elle a reçu un entraînement strict en tant qu'utilisatrice d'esprit depuis l'enfance. Pour son mouvement final, Tiny utilise un autre sort. Et empale les rats de feu restants avec de l'acier magique, impressionnant encore plus les aventuriers qui regardent son combat. Il s'avère qu'elle est une utilisatrice d'esprit d'élite, entraînée par la Cité des Esprits, une véritable recrue de classe mondiale.